Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui sont en visio. Voilà, il y a une trentaine de personnes avec nous en visio. Donc merci d'être présents ce soir pour parler de respiration. Donc avec notre intervenant, Yves Vincent Davroux, qui nous fait le plaisir de nous avoir rejoints à La Réunion pour une série d'actions. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, MUTA, la Mutualité de La Réunion, est très investie sur le sujet de la respiration depuis 2021 maintenant, avec vraiment cette préoccupation de faire de la respiration un sujet de santé publique, puisque on respire tous de notre naissance à notre dernier jour, et autant on va nous apprendre comment il faudrait bien manger, en quoi c'est important de bien bouger, mais assez rarement on nous dit qu'il faudrait peut-être mieux respirer et en tout cas y faire attention. Donc on est à 15 jours de la Journée mondiale de la respiration. Donc à partir de cette fin de semaine, on aura l'occasion de communiquer sur les actions qu'on va prévoir avec différents partenaires à cette occasion. Donc ce soir, c'est un petit peu un avant-goût pour vous donner peut-être quelques billes pour savoir en quoi votre respiration est vraiment importante pour votre bien-être d'abord, pour votre santé ensuite, et en quoi, même d'un point de vue émotionnel, elle va vraiment être un acteur majeur de votre équilibre au quotidien. Donc je ne vais pas m'étendre davantage et je vais laisser la parole à Yves Vincent. Donc il va faire sa présentation, on fera une série de questions à la fin, donc aussi bien avec les personnes présentes qu'avec les personnes en visio. Donc les personnes en visio, vous pouvez noter vos questions dans le chat, on les relaiera en fin de session. Et donc je vous souhaite une excellente conférence. Merci. 1, 2, 1. Vous m'entendez bien ? Oui. Ceux qui sont également en visio, je sais qu'hier il y avait eu des petites pertes d'informations pour ceux qui étaient à distance. Donc bienvenue dans cette réunion. Ravi à nouveau de vous accueillir et de parler de la respiration ici à Saint-Denis. Et merci à la MUTA de m'avoir accueilli pour former les personnes ici sur place et de pouvoir aussi mener des actions à travers des conférences. Hier, c'était à destination des enseignants, destination des chefs d'établissement, de comprendre le rôle de la respiration qu'il va pouvoir être introduit dans le milieu scolaire pour les petits, pour la maternelle, élémentaire, mais aussi pour les collégiens et les lycéens, et de voir à quel point ce sujet de la respiration consciente devient un vrai sujet, effectivement, un véritable levier de prévention santé, mais également de prévention psychosociale. Donc on est parti pour un petit voyage sur le sujet de la respiration. Donc l'intitulé, je pense qu'il est assez explicite, la respiration, notre nature d'existence oubliée, et de voir comment on va pouvoir la révéler à nouveau dans notre quotidien, mais surtout la manière dont on va pouvoir l'exploiter au mieux. Donc moi je m'appelle Yves Vincent Davroux, je suis respirologue, respithérapeute. La respirologie, c'est la science de la respiration qui date du 19e siècle. Les personnes qui ont, comme Christian Bohr, qui étaient des médecins, des physiciens, qui ont commencé à réfléchir à la manière dont la respiration influençait notre métabolisme au niveau sanguin, notamment, entre l'équilibre du dioxygène et du dioxyde de carbone dans notre corps. Ensuite, la respirologie a été totalement intégrée en cardiologie, en pneumologie, mais elle reste aujourd'hui on va dire un élément qui est pratiqué plutôt par les anesthésistes. Vous avez certainement entendu parler des anesthésistes qui parlent d'hypocapnie, d'hypercapnie, etc. En fait, ces informations viennent justement des recherches qui ont été faites par ces premiers respirologues au 19e siècle. Respithérapeute, pourquoi ? Parce que j'ai fondé la première école française de respiration thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé une méthode qui va permettre de répondre à des objectifs thérapeutiques. Et donc en fait les exercices, il y a plus de 60 exercices à peu près aujourd'hui, un petit peu plus, entre 60 et 70. Et il faut savoir que ces exercices, je les ai catégorisés, personnalisés pour répondre à des objectifs thérapeutiques, comme l'hypertension artérielle, comme
la prééclampsie, hypertension artérielle chez la femme enceinte, les problèmes inflammatoires, également sur des problématiques post-infarctus, post-AVC, et également de manière plus globale sur la régulation du stress, sur comment permettre de mieux dormir, en tout cas de retrouver un sommeil qui soit le plus, efficace possible. Vous me connaissez peut-être sur Petit Bambou, parce que j'ai enregistré plus de 30, 40 podcasts aujourd'hui qui sont présents sur la plateforme. La plateforme Petit Bambou, c'est 11 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France. Et donc, je suis ambassadeur, collaborateur et référent respiration pour la plateforme Petit Bambou à travers ces podcasts et également à travers la Petit Bambou School dont je vous parlais juste avant, avec des programmes, des outils et des ressources et une assistance qui a été conçue gratuitement à disposition pour les enseignants et pour les établissements scolaires. Et donc, avec ce Petit Bambou School, c'est une belle promesse, surtout qu'on a fait le lancement hier, ici à Saint-Denis, et donc c'était vraiment un moment riche, parce que c'est vrai que sur la métropole, il n'y a pas eu cet événement-là. Donc, on peut à nouveau féliciter Muta pour cette initiative. Ensuite, alors peut-être vous connaissez l'application Respirolax, la petite boule qui monte et qui descend. Donc l'application Respirolax qui a été créée par les Thermes d'Allevar, qui se trouve en Isère. Donc les Thermes d'Allevar sont à peu près à 1 heure de Grenoble, 1 heure de Chambéry, si vous vous situez un petit peu. Et donc l'application Respirolax aujourd'hui à peu près à 10 ans, 12 ans, je pense. Moi, je l'ai revisité il y a 2 ans et demi, et donc je suis référent respiration là-bas, en sensibilisation à travers des ateliers pratiques à destination des curistes, mais j'ai également formé le personnel sur place. Et l'objectif des Thermes d'Allevar, c'est de devenir le centre Respirolax physique en organisant des retraites respiration de 5 jours. Donc j'ai déjà écrit les programmes. Et l'objectif, ça va être vraiment de faire venir les personnes pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement spécifique pendant 5 jours avec des exercices de respiration de manière statique, mais ici aussi en mobilité. Parce que comme on est en moyenne montagne, y a des cascades, alors pas aussi, impactantes que les vôtres ici, mais en tout cas, il y a des plus petites cascades. Et le fait d'aller respirer près des cascades, le fait aussi d'apprendre à marcher en respirant. Et voilà, ça fait partie du programme qui va être proposé par les Thermes d'Allevar. L'association SPS, qui est une association qui vient en aide aux soignants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nos soignants sont en difficulté, et donc la charge émotionnelle, la charge mentale de nos soignants aujourd'hui est vraiment très impactée depuis le Covid. Donc ça veut dire que cette association vient en aide à ces professionnels de santé pour leur permettre de trouver des leviers, des outils qui vont leur permettre d'aller mieux. Donc moi j'interviens à travers des séances, ce sont des webinaires en visio, à destination donc de médecins généralistes, de kinés, d'infirmiers, d'infirmières, pour leur permettre justement, à chaque fois par thématique précise, régulation du stress, le sommeil, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir leur apporter ces leviers, ces outils, en sachant que les soignants qui sont inscrits à l'association SPS, ce sont des personnes qui souvent sont dans une situation pré-suicidaire. Donc ça veut dire que le fait de les accompagner, le fait de les aider à travers cette association, permet à ces personnes d'avoir une écoute, d'avoir aussi un soutien et des outils qui vont leur permettre d'aller mieux. La Fondation Agir pour le cœur des femmes, ça je vous en parlerai plus précisément tout à la fin. Vous avez vu, j'ai ramener la chasuble. Donc la Fondation Agir pour le cœur des femmes, qui a été créée par la professeure en cardiologie et cardiologue Claire Mounier-Veillé, qui a été élue femme de santé par le magazine Forbes en 2023, qui est un sommité en cardiologie, et qui, avec Thierry Drillon, ont créé cette fondation parce que le premier cas de mortalité des femmes, ce sont les maladies cardiovasculaires, il faut savoir, bien devant le cancer du sein. Et donc, cette fondation a eu l'idée de créer les bus du cœur qui parcourent la France. Et donc, l'idée,
en étant ici aussi, c'est peut-être qu'on puisse initier, alors peut-être pas de ramener un bus de la métropole, mais en tout cas qu'on puisse avoir une espèce de minibus ici pour pouvoir faire de la sensibilisation, du repérage aux maladies cardiovasculaires chez les femmes. En tout cas, c'est un vrai projet qui pourrait très bien être initié dans les années à venir. En tout cas, je vous en parlerai plus précisément sur des choses à savoir, justement, par rapport aux troubles et maladies cardiovasculaires, notamment chez les femmes. Donc, je suis collaborateur et ambassadeur de la Fondation, mais je travaille également avec l'Institut Cœur-Poumon, pour lequel, justement, Claire Mounier-Veillé travaille, et donc en prévention, en curation. Donc, en prévention essentiellement sur l'hypertension artérielle et en curation sur des personnes, justement, post-infarctus, post-AVC. Donc, comment faire travailler la tonicité cardiovasculaire par la respiration consciente. Donc, on voit à quel point, également, la respiration peut avoir un rôle très important dans des actions comme celle-là. Alors, Michel de Montaigne nous a dit de nos maladies, la plus sauvage est celle de mépriser notre être. C'est-à-dire que la respiration est avant tout un levier qui va nous permettre de nous remettre en lien avec nous-mêmes. C'est-à-dire que souvent, moi, j'utilise l'expression de dire que la respiration, c'est un exercice, en tout cas, c'est une pratique qui nous permet de se prêter attention. C'est-à-dire que la respiration, c'est vraiment un levier qui, au quotidien, va nous permettre d'apaiser, de soutenir, de nous renforcer à plusieurs titres. Et donc, plus on va encourager cette pratique, pour vous-même, mais aussi pour votre entourage, mieux ça sera pour notre santé dans sa globalité. Ne pas oublier que le sujet de la santé, c'est le sujet de l'incertitude. C'est-à-dire que notre corps, notre métabolisme est en lutte totale et constante contre cette incertitude. Il essaie de comprendre, il anticipe par rapport au contexte qu'on lui présente, et il essaie de mesurer et de réguler ce qu'on lui demande de faire. Donc ça veut dire que notre corps et notre cerveau est continuellement face à cette incertitude qu'il essaie de régler et qu'il essaie de résoudre. Et donc on va voir à quel point la respiration va l'aider justement dans cette incertitude et l'aider à trouver des solutions qui vont être des solutions les plus bénéfiques possibles. Donc effectivement, cette incertitude vient de cette lutte pour la vie, lutte pour la survie, ce thème qui a été employé par Charles Darwin, mais de comprendre qu'effectivement notre métabolisme, notre corps fonctionne sur ce principe. Et que la résolution de cette lutte, de cette incertitude répétée, mouvante, se fait par l'intermédiaire de notre respiration. Donc de comprendre qu'il y a un lien de synchronisation directe entre notre manière de respirer et la manière dont interagit notre métabolisme. Donc son rythme, le rythme de notre respiration, témoigne autant de sa capacité à résoudre, à partir du moment où il y a une respiration qui est correcte, qu'à malmener la nécessité du vivant, à partir du moment où on a une respiration qui est dysfonctionnelle. Et donc de comprendre que plus on va encourager une respiration qui va être conforme et répondre à cette incertitude du corps, mieux ça sera. À l'inverse, si à force, par la répétition, on a une respiration qui est dysfonctionnelle, ça veut dire que non seulement on ne va pas soutenir notre corps, mais en plus on va lui créer une problématique supplémentaire. Donc ça veut dire que malmener la nécessité du vivant va, plutôt être orienté sur le fait qu'on va permettre à notre corps de trouver d'autres solutions grâce à la respiration consciente. Donc prendre conscience de sa respiration, c'est rendre possible son incarnation. C'est-à-dire que, on en parlait encore cet après-midi avec les ambassadeurs de la MUTAS, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la respiration, pour qu'on puisse bien la pratiquer, il faut comprendre qu'il y ait une prise de conscience. Chez les enfants, c'est tout petit, c'est plus compliqué. À partir du moment où, normalement, on arrive à partir de 6, 7, 8 ans, on commence à avoir conscience de son corps, on commence à avoir conscience de soi, que l'on existe, qu'on a un corps. Et donc, ça veut dire qu'encore plus lorsqu'on est adolescent, encore plus lorsqu'on est adulte, et de se dire que mon corps m'appartient. Et que plus on va être en lien, plus on va être en harmonie avec son corps, plus on va comprendre qu'on va pouvoir résoudre pas mal de choses. Donc plus on intègre ce principe de respiration dans notre chair, dans notre incarnation, mieux c'est. Donc c'est un corps-outil, notre corps, à travers la respiration, qui est un instrument individuel que l'on autorise à être ce qu'il produit et encourage en termes de vitalité, de résistance, d'équilibre et de repos. Plus on va encourager cette respiration, alors fonctionnelle, la plus optimale possible, plus on va encourager ce corps-outil, puisque, comme l'a dit Diane, on est bien d'accord que
La respiration nous accompagne tout au long de notre vie, donc plus on va encourager cet instrument corps-outil dans notre corps, mieux on va l'incarner, plus il va nous permettre de préserver notre vitalité. Donc prendre conscience de sa respiration, c'est se prêter attention. J'aime bien cette terminaison parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à se faire une vraie promesse de santé, une vraie promesse de prévention santé également, très tôt. Mais en même temps, on va essayer, grâce à ça, de pouvoir résoudre plusieurs problématiques qui peuvent être des problématiques, des troubles, des pathologies plus ou moins graves, et de pouvoir aider notre corps à les résoudre. Notre santé est constitutive de notre adaptabilité continuelle, et donc ça veut dire que, et on va le voir juste après, je vais vous expliquer pourquoi, et donc de comprendre que notre corps en fait est corruptible à cette adaptabilité. Donc de comprendre que plus on va aider notre corps à être adaptable, mieux c'est. La recherche d'équilibre dans cette adaptabilité n'est pas une quête d'impassibilité. On voit souvent des images où on s'imagine qu'il faudrait atteindre un corps qui soit le plus impassible possible. C'est pas ça. Le corps, en fait, est en chaos constant. Et donc, il faut l'aider à, justement, être dans cette fonction d'aller chercher des informations, de bien les mesurer, de bien les réguler en permanence. En fait, c'est plutôt voir le corps comme un élastique sur lequel on va tirer, on va le ramener au repos, on va tirer dessus, on va le ramener au repos. Plus on va l'exercer, ce corps, plus on va le rendre souple, plus on va le rendre adaptable, mieux ça sera. Et ça, bien entendu, vous l'avez compris, par la respiration consciente. Et donc de comprendre que cette quête d'impassibilité, elle va être contrainte justement par cette volonté d'équilibre du corps au plus profond de notre vivant, à travers notre métabolisme vital. Donc la respiration participe et accompagne la recomposition interne continuelle du vivant en permanence. On respire entre 20 et 25 000 fois par jour. À chaque fois que vous respirez, vous êtes en train de créer cette adaptabilité et de créer cette synchronisation entre votre cerveau, entre votre cœur, qui va permettre justement cette vitalité qui va continuer à se poursuivre. Donc une capacité de remise en question de ses propres normes vitales est l'occasion d'en constituer de nouvelles. Plus on va réencourager une respiration correcte, plus cela va permettre justement au cerveau de comprendre qu'on est en train de l'aider, en fait on est en train de le soutenir. Et donc, bien entendu, à chaque respiration. Prenez ça en compte, le fait que, parce que nous respirons entre 20 et 25 000 fois par jour, plus on va avoir, c'est comme si on faisait un constat, en additionnant le nombre de respirations par jour, par semaine, par mois et par année, en disant je suis arrivé à 35 ans, je suis arrivé à 55 ans, ça veut dire que j'ai eu 2 millions de respirations, 3 millions de respirations. Comment se sont constituées, comment ces respirations se sont faites à l'intérieur de mon corps? Est-ce que le corps les a bien acceptées? Est-ce qu'elles étaient en harmonie avec mon corps ou pas? Posez-vous cette question-là parce qu'elle est vraiment importante et intéressante. Alors, pour faire un petit peu d'humour, j'ai un dessin de Vouch qui dit pour moi tu appartiens au passé, Stéphanie. Alors, effectivement, il faut comprendre à travers ce visuel, à travers cette illustration, notre histoire. Donc ça veut dire que nous nous sommes constitués réellement c'était à peu près il y a 400-450 millions d'années, pendant la période du Dévonien. Vous irez voir si ça vous intéresse. Cette période du Dévonien, c'est une période où nos ancêtres, en fait, sont passés d'un univers aquatique à un univers terrestre. Ça veut dire que ils ont dû s'adapter à un nouvel environnement qui était l'air. Et donc, ça veut dire que à partir du moment où on a commencé à vouloir progresser dans la vie, à partir du moment où on a voulu commencer à s'adapter à ce nouvel environnement, nous avons dû exercer des adaptations morphologiques, physiques, physiologiques, qui allaient permettre justement notre survie. Et donc de comprendre que, parce que nos ancêtres ont fait ce travail-là, il y a 450 millions d'années, et qu'ils ont continué à encourager ce principe-là, c'est bien pour cela que notre corps est régi par ce principe d'adaptabilité, de manière constante. Parce que ce principe d'adaptabilité, il date de 450 millions d'années. Donc autant vous dire que ça ne va pas s'arrêter demain. Et donc ça veut dire que plus on encourage ce principe d'adaptabilité, mieux c'est. Donc à cette période, nous étions des amphibiens, des batraciens, et donc ça veut dire que en sortant de l'eau, nous avions déjà des petits poumons, une espèce de poumons et de branchies en même temps, et donc on a dû s'adapter à un nouvel environnement qui était l'air. Et donc ça veut dire que nous avons dû capter, en tout cas essayer de tenter de capter
cet air, et donc notre morphologie, notre métabolisme s'est complètement adapté à ce nouvel environnement. Et si vous y réfléchissez bien, ça veut dire que à chaque fois que nous naissons, nous reproduisons le même schéma. C'est-à-dire qu'on sort du liquide amniotique pour à nouveau aller capter cet air. Donc ça veut dire qu'on reproduit continuellement ce principe d'adaptabilité. Donc ça veut dire qu'il faut absolument l'encourager et le rendre le plus efficace possible. En sachant que la lutte pour notre survie accompagne notre quotidien d'espèce humaine de manière évolutive et adaptative en permanence, justement parce qu'elle est régie sur ce principe-là, ce principe d'adaptabilité qui va continuellement aller chercher des informations, aller évaluer des contextes, et en fonction de ces contextes-là, essayer de trouver des solutions pour nous permettre justement de répondre au mieux possible à ces contextes-là. À partir du moment où c'est un contexte qui est un contexte plutôt sécurisant, ou si c'est un contexte qui est plutôt moins sécurisant, ou en tout cas qui va nous créer des tensions, qui va nous créer des émotions, qui va nous créer peut-être voire des conflits. Donc ça veut dire que, par exemple, le fait ne serait-ce que de se lever de sa chaise, le fait de marcher, le fait de courir, de nager, de rouler, le corps est en permanence dans cette adaptabilité. On en parlait encore cet après-midi par rapport à la température. Nous avons une biothermie à l'intérieur de notre corps, donc ça veut dire que moi, venant de Lille, Lille LI2LE, des Hauts de la France, donc ça veut dire que forcément le choc thermique, là, il était un peu fort, il était un peu costaud, donc ça veut dire que mon corps s'est adapté justement à ce nouvel environnement, et donc mon corps s'est adapté en biothermie, en bonne biothermie qu'il sait bien faire, au fait que je suis passé quand je suis parti, il devait faire 1 degré à 2 degrés, à arriver ici, il fait à peu près une trentaine de degrés ici. Voilà. Donc ça veut dire que, 35. Donc ça veut dire que, vous voyez, de comprendre ce principe-là, de comprendre que le corps, parce qu'il est adaptable, il est en même temps dans cette adaptabilité en permanence. Et donc, comme par hasard, nous sommes en train de respirer également en permanence pour permettre cette adaptabilité-là, c'est difficile à dire. Donc nous avons totalement mis de côté ce principe alors qu'il fonde notre santé. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié que nous sommes en permanence dans ce principe d'adaptation constante à travers notre respiration, et surtout que notre corps s'adapte en permanence à ça. De celui-là ? Ouais. Plus comme ça ? Alors attends, je vais faire comme ça. Main gauche. C'est mieux comme ça ? On va essayer comme ça. Super. Et donc de comprendre, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, qu'effectivement, la respiration est notre principe d'adaptabilité constant et continu depuis 450 millions d'années. Donc vous imaginez bien que le cerveau, notre métabolisme se moque complètement des écrans, des voitures, des avions, des smartphones. Le cerveau va déclencher exactement les mêmes choses, et c'est comparable à l'ensemble des mammifères, nous sommes des mammifères, donc ça veut dire que le cerveau va déclencher exactement les mêmes choses, comme il le fait depuis 450 millions d'années par rapport à des contextes. Et donc ces contextes sont bien entendu des contextes que vous connaissez, c'est-à-dire que cette adaptabilité va se faire en interaction d'abord avec notre environnement, avec la qualité de l'air. Est-ce que la qualité de l'air est suffisamment, saine pour que ça puisse produire un oxygène de qualité dans notre corps, ou est-ce qu'il est pollué? Avec la température extérieure, ça je vous l'ai déjà expliqué, l'altitude également, et bien entendu les contextes sociaux dans lesquels nous évoluons. Est-ce que nous évoluons dans un contexte sécurisant, ou au contraire, nous évoluons dans un contexte conflictuel? Donc là encore, une interaction avec notre environnement. En interaction avec notre système nerveux autonome, donc, qui est une structure du cerveau qui régule l'ensemble de notre métabolisme grâce au 10e nerf crânien qui s'appelle le nerf vague. Et donc le système nerveux autonome va continuellement réguler notre manière de respirer pour permettre justement un équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans notre corps, et en même temps réguler notre fréquence cardiaque, réguler notre tension artérielle et réguler également la sensation de douleur. En interaction avec notre système cardiovasculaire, quand on inspire, le cœur s'accélère, quand on expire, le cœur ralentit. Donc ça veut dire que, là encore, vous voyez le lien d'interaction, d'adaptabilité constant entre notre manière de respirer et la manière dont le cœur va... c'est un muscle, le cœur. Donc c'est-à-dire qu'il va produire, la respiration va produire un effet sur ce principe cardiovasculaire et sur notre cœur pour lui permettre de bien fonctionner.
en interaction avec notre système cortical et neuronal, parce que on oublie souvent que nos neurones ont besoin d'oxygène. Il ne faut pas oublier que les neurones sont alimentés par ce que l'on appelle des cellules gliales. Les cellules gliales alimentent nos neurones en nutriments et en oxygène en permanence. Donc de ne pas oublier que le cerveau aussi, il n'y a pas que les muscles qui a besoin d'oxygène au système sanguin, le cerveau a également besoin d'oxygénation. En interaction avec notre système neuro-hormonal, parce que en fonction de si on se met en mode action, si on se met en mode détente, on va sécréter des substances neuro-hormonales d'action ou des substances neuro-hormonales de détente. Donc là encore, c'est le système nerveux autonome qui va décider, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, toujours en adaptabilité, je me lève de ma chaise, ou simplement je me lève de mon lit le matin, ou au contraire, je viens m'installer dans le canapé avec une petite bière locale, et à ce moment-là, on va déclencher en même temps des substances neuro-hormonales, ça va stimuler des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs qui vont nous permettre de nous mettre soit en mode action, soit de nous mettre en mode détente. Donc vous voyez que là encore, cette adaptabilité à l'œuvre. Donc de savoir que les réflexes vitaux déclenchés automatiquement ou instinctivement par notre organisme sont toujours liés à la respiration. Le fonctionnement de notre corps, notre énergie, nos émotions, nos pensées sont totalement, indivisiblement liés à notre respiration. Sur un principe de synchronisation, c'est-à-dire que à partir de ce séminaire, dorénavant, de cette conférence, je vous demanderai vraiment de garder à l'esprit ce schéma, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écarter le cœur du cerveau et de votre respiration. Les trois se synchronisent en permanence. Je vous l'ai dit déjà par rapport au système cardiovasculaire, quand on va inspirer, le cœur va s'accélérer, quand on va expirer, le cœur va ralentir, mais surtout de voir ce que ça provoque au niveau du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau va prendre en compte l'ensemble de ces informations-là et de comprendre que les trois fonctionnent en synchronisation. C'est un trinôme en fait, c'est un trinôme qui s'adapte en permanence à ce que vous lui demandez de faire. De comprendre que petits êtres humains que nous sommes au milieu, là, nous sommes à l'intermédiaire d'une vastitude du monde extérieur qui nous a constitués, donc notre planète, avec un air qui est millénaire, qui date, lui, depuis un peu plus d'1 milliard d'années, je pense, et une vastitude du monde intérieur qui est notre corps. Donc de comprendre que, finalement, l'intermédiaire entre cette vastitude du monde extérieur et la vastitude du monde intérieur, c'est quoi? C'est notre nez. Et donc de comprendre que ce lien, ce sas entre ces deux éléments, repose sur ce petit objet là qu'on a au milieu de la figure. Donc ça veut dire que mieux on va l'optimiser, plus on va le garder également optimal possible. On a 2 narines, il y a une raison, sinon on aurait un tube au milieu du nez. Quand je vous disais qu'on a participé à ce principe d'adaptabilité. Donc ça veut dire qu'on a 2 narines, on a également 2 bulbes olfactifs qui nous permettent de sentir. Et donc ça veut dire que ce nez finalement fait la transition, fait le sas entre un monde extérieur qui est composé de particules végétales, minérales, mais aussi de bactéries, d'allergènes également. Et cette vastitude du monde intérieur, c'est l'ensemble de notre organisme qui va se constituer, qui va également s'équilibrer en fonction de la manière dont ce nez va aller capter cet air qui se trouve dans cet univers environnant. Donc déjà, quand on perçoit ça, ça donne un peu le vertige en disant « mais finalement, ma vie repose uniquement sur ce petit machin là, de chair là, qui est au milieu de notre visage ». Eh bien oui, c'est le cas. Donc ça veut dire que plus on va apprendre à bien l'utiliser, ce nez, mieux ça sera. Et donc le nez, effectivement, c'est une relation existentielle entre les 2 événements, entre ces 2 vastitudes. Un schéma qui est intéressant également, c'est de voir comment ça se constitue au niveau du cerveau, c'est-à-dire que lorsque vous allez respirer par le nez, cet air va rentrer dans les fosses nasales à travers 2 principes, un principe respiratoire qui va passer dans votre gorge et un principe sensoriel, c'est-à-dire que ça c'est la tache jaune, et vous voyez le petit élément que vous voyez là, c'est le nerf olfactif qui est également le nerf crânien 1. Pourquoi 1 ? Parce que c'est le premier nerf crânien qui se soit constitué chez les mammifères. Donc ça veut dire que ce nerf crânien 1, le nerf olfactif, il arrive directement dans notre cerveau. Les autres nerfs crâniens, on en a 12, on a 12 paires de nerfs crâniens. Les 2 seuls
nerf crânien qui arrive directement dans le cerveau, c'est le nerf ophtalmique, qui nous permet de voir, et le nerf olfactif. Donc ça veut dire qu'il y a une raison à ça. Ça veut dire que, forcément, le nez, notre olfaction, mais aussi la manière dont nous allons respirer par le nez, va influencer directement les structures cérébrales de notre cerveau. En sachant que ce nerf olfactif, ce nerf crânien 1, il n'arrive pas n'importe où, puisqu'il arrive à la jonction entre le centre général de la respiration qui se trouve au niveau du tronc cérébral et l'ensemble du système limbique, l'ensemble des structures limbiques qui sont responsables de nos émotions. Donc ça veut dire que ce nerf crânien 1 arrive à la jonction entre deux états, un état qui est notre manière de respirer de manière automatique et en même temps une respiration émotionnelle. Donc les vastes réseaux neuronaux sont influencés en profondeur et en surface de l'encéphale par notre façon d'inspirer et d'expirer. Ça y est, on le sait de manière scientifique depuis 2016, les recherches qui ont été faites sur la manière dont les structures cérébrales, notre neuroplasticité en fait au niveau du cerveau, évoluent en fonction de notre manière d'inspirer et d'expirer. Les tests qui ont été faits étaient vraiment probants et on continue à faire beaucoup d'avancées, notamment sous IRM-F, pour mesurer la manière dont l'oxygène circule dans les différentes structures du cerveau et on se rend compte que plus on va avoir une respiration qui va être la plus lente possible, la plus harmonieuse possible, plus ça va aider le cerveau à se constituer, donc ça veut dire qu'il se réharmonise en fonction de notre manière de respirer. Donc une synchronisation de la respiration et du cerveau en prédominance et en subordination constante, puisque on va comprendre aussi que notre manière d'inspirer et d'expirer va influencer notre manière de réagir émotionnellement. On a un cerveau ici en coupe avec les différentes parties, donc on retrouve le tronc cérébral dont je vous ai parlé, où on va retrouver effectivement le centre général de la respiration, la partie limbique avec différentes structures émotionnelles, comme le thalamus, l'hypothalamus, on va retrouver également l'hippocampe, on va retrouver l'amygdale rénale-encéphalique qui est responsable de notre évaluation de la menace, d'une menace qui nous entoure et qui va déclencher la peur. Donc ça veut dire que toute cette partie-là est une partie de structure émotionnelle. Et donc dans sa structuration par rapport à la respiration, il faut savoir que la respiration automatique va se faire ici, c'est la respiration à laquelle vous n'avez pas à penser, quand vous dormez par exemple, quand vous mangez, quand vous êtes en train de chanter aussi, de parler. C'est une respiration qui est régulée automatiquement au niveau de votre cerveau, à cet endroit-là, au niveau du bulbe rachidien. Dans la partie 2, nous avons ici, c'est la partie qui est juste en dessous de votre crâne, c'est ce qu'on appelle le cortex prémoteur. Le cortex prémoteur, c'est lui qui est responsable de notre motricité. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est-à-dire que ce cortex prémoteur c'est lui qui vous permet, quand vous levez votre chaise, de marcher, ou moi si je veux attraper ma bouteille avec ma main, voilà, c'est cette partie-là qui va me permettre de le faire. Cette partie-là, en fait, prend le contrôle de notre respiration automatique. Vous allez stimuler cette partie-là dès que, l'exemple que je prends souvent, c'est par exemple si vous voulez sauter dans une piscine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous boucher le nez pour sauter dans la piscine. Quand vous vous bouchez le nez pour sauter dans la piscine, ça veut dire qu'il y a une prise de contrôle de cette partie-là sur votre respiration automatique. Et donc ça veut dire que c'est le seul levier dans notre corps qui permet ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire tiens, là maintenant, je vais arrêter mon cœur. Vous ne pouvez pas dire ça. En revanche, vous pouvez dire, là, je peux m'arrêter de respirer, je peux bloquer ma respiration. Et donc, ce qui permet ça, c'est justement ça. C'est cette partie du cerveau qui va prendre l'ascendance sur la respiration automatique. Donc, une respiration automatique dans la partie 1, une respiration contrôle dans la partie 2, et là où ça se gâte, c'est la respiration émotionnelle. C'est-à-dire que c'est cette partie justement où on va retrouver les structures émotionnelles du cerveau, et qui, là au contraire, c'est la respiration qui va suivre les émotions. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de votre émotion, le cerveau va demander à votre corps de suivre la respiration qui est en lien avec l'émotion que vous êtes en train de vivre. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus reprendre le contrôle comme vous le faisiez avant. C'est-à-dire que c'est les émotions qui contrôlent et dirigent l'ensemble des actions, déjà de vos réactions, mais surtout qui va diriger aussi votre manière de respirer. Donc ça veut dire qu'il y a toujours en permanence cette notion de hiérarchie, d'ascendance et de subordination dans votre cerveau en fonction de votre manière de respirer. Soit vous êtes en train de dormir, respiration automatique,
Vous êtes en train de manger, vous êtes avec des amis, tout se passe bien, vous êtes en train de passer un bon moment. Vous voulez contrôler votre respiration, et c'est ça l'intérêt aussi de faire des exercices de respiration. Quand on va faire par exemple la cohérence cardiaque, ça veut dire qu'on va inspirer pendant 5 secondes, on va expirer pendant 5 secondes, c'est cette partie-là qui va être sollicitée pour prendre le contrôle sur la respiration automatique. Et prendre le contrôle en même temps sur cette partie émotionnelle en disant tu bouges pas trop pendant que je fais l'exercice, c'est-à-dire que les émotions sont mises de côté. D'accord ? Vous comprenez ? À l'inverse, quand on a une crise d'angoisse, quand on est en train de vivre une émotion très 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 forte, c'est cette partie-là qui va prendre le dessus hiérarchiquement, et donc qui va prendre le contrôle justement de cette respiration contrôle qui n'est plus contrôlable, et de votre respiration automatique. Donc, ce lien d'ascendance et de subordination, selon les contextes, c'est-à-dire qu'en fonction des contextes auxquels vous êtes confrontés tout au long de la journée, il va y avoir cet échange permanent de lien entre les structures cérébrales du cerveau et votre manière de respirer. Vous avez bien compris que quand c'est la zone 3 qui va être sollicitée, vous allez avoir ce qu'on appelle une surventilation, vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est-à-dire que votre respiration va s'accélérer. Comme vous avez compris le lien de synchronisation, votre cœur va s'accélérer également. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de vivre une émotion, ça va induire une respiration qui va être dysfonctionnelle. Vous allez également respirer avec la cage thoracique haute, c'est-à-dire que vous allez plutôt respirer avec les épaules, parce que là aussi, respirer avec les épaules, c'est une respiration d'urgence, pour répondre à ce contexte d'urgence. Je vous parle des émotions depuis tout à l'heure, ça sert à quoi les émotions ? À quoi ça sert les émotions ? Des informations. Madame ? Je tiens à nous embêter. Les émotions, ça nous sert à nous mettre en mode action. Nous sommes des mammifères. Les émotions nous permettent de nous mobiliser. Ça sert à ça, les émotions. C'est-à-dire que on est dans une position statique. Une personne va venir, un prédateur, on va dire, il va nous approcher, à ce moment-là, les émotions vont nous permettre de fuir, vont nous permettre peut-être d'attaquer le prédateur. Ça sert à ça, les émotions. Et donc ça veut dire que, parce que ça passe par ce filtre-là des émotions, en fait, les émotions, ça sert pas à pleurer devant un film, ça sert à nous mobiliser, à réagir par rapport à un contexte. Parce que le cerveau, comme je l'ai dit précédemment, en permanence, en fait, analyse les contextes qui nous entourent. Et donc, si c'est un environnement qui est sécurisant, pas de problème. Si c'est un contexte de danger, tout de suite, hop, la hiérarchie va se faire, et c'est cette zone 3 qui va prendre le dessus, une respiration qui va être plus rapide, un cœur qui va s'accélérer. Pourquoi ? Pour nous permettre de nous barrer. Ça sert à ça. Donc ça veut dire que, en tant que mammifère, on va être vraiment dans ce contexte d'interrelation dans notre corps entre notre manière de respirer et ce que ça induit au niveau du cerveau et au niveau cardiovasculaire. Donc effectivement, le cerveau, lui, fonctionne, on va dire, de manière un peu binaire. Un mode danger, un mode sécurité. Est-ce que je suis en mode sécurité ? Est-ce que je suis en mode danger ? Si je suis en mode sécurité, la respiration, elle va être plutôt cool, c'est-à-dire qu'on va passer de la zone 1 à la zone 3 à la zone 2, sans que la zone 3 soit forcément trop hypertrophiée, c'est-à-dire qu'elle va être sous contrôle du 2, en même temps la respiration automatique va bien se faire, donc ça veut dire que en mode sécurité, puisqu'on a le cerveau analysé que là tout se passait bien, un peu comme maintenant, donc ça veut dire que vous avez une respiration qui est plutôt correcte. Et donc un équilibre émotionnel. La respiration, dans ce cas-là, va être plutôt lente, avec un cycle respiratoire par minute entre 12 et 15, et vous allez respirer naturellement avec votre diaphragme, comme le font tous les mammifères, je le rappelle. Et n'oubliez pas non plus que vous avez respiré naturellement avec votre diaphragme quand vous étiez enfant. Tous les enfants respirent naturellement avec leur diaphragme. Donc les problèmes arrivent. Pourquoi on se met à respirer justement plus avec le diaphragme mais plutôt avec la cage thoracique haute ? Vous avez compris. Parce que comme il y a dans la hiérarchie, il y a une subordination de la respiration contrôle et de la respiration automatique au profit de cette respiration émotionnelle, on va continuellement être en surventilation, parce qu'on doit répondre à des impératifs, des contextes de la vie qui vont être des contextes stressants, des contextes conflictuels. Et donc forcément, le cerveau, il nous met continuellement dans cet état de respiration thoracique haute, et on va quitter justement cette respiration diaphragmatique qui est normalement faite pour nous apaiser. En mode danger, vous l'avez compris, c'est cette zone 3 qui va prendre le dessus. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour
cette zone 2 de reprendre le contrôle. Et donc c'est là où la respiration consciente intervient, parce que ça veut dire que plus on va pratiquer, plus on va être dans une pratique régulière, plus on va aider notre cerveau à reprendre justement à sortir de sa subordination et au contraire à reprendre le dessus sur cette partie du cerveau émotionnel. Donc dans ce cas-là, on est en faille d'équilibre émotionnel, et donc la respiration va être rapide, donc un CRM de 15 qui peut aller jusqu'à 25 parfois, et une respiration qui va être une respiration thoracique haute. Donc on peut parler de vigilance, puisque le corps en permanence est en vigilance de ce que vous êtes en train de vivre. Soit il va être en vigilance d'action, disant il faut que je fasse des choses, il faut que je monte un escalier, il faut que j'aille courir, il faut que je réfléchisse sur un dossier. Soit il va être en vigilance de détente, il est également en vigilance parce que il surveille en permanence ce que vous êtes en train de faire. Donc ça veut dire que il va veiller à ce que vous restiez soit en mode sécurité, soit il va veiller à ce que vous ayez la capacité de vous mettre en mode action. Donc même en mode détente, le cerveau est en vigilance, il surveille. Et donc ça veut dire que nous avons aussi au sein de notre structure cérébrale des outils, notamment le cortex insulaire, qui mesurent en permanence ce qui est en train de se passer dans votre corps, justement pour être sûr que tout aille bien. Quand tout va bien, on passe d'un mode danger-sécurité en permanence. C'est-à-dire que la ligne verte que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que notre corps est régi de cette manière-là, pour passer d'un mode action, détente. Si je vous ai dit tout à l'heure, ce principe d'adaptabilité. On a besoin des deux, on a besoin de passer de l'un à l'autre en permanence, mais on verra tout à l'heure qu'il faut le faire selon un certain seuil. Ce qui est important, c'est de comprendre que tous les mammifères fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que tous les mammifères respectent à la lettre ce principe, action, détente, que nous devrions tous appliquer. C'est-à-dire que là où on est plutôt sur le fait, dans notre vie au quotidien, d'encourager en mode action en permanence, sans relais de ce mode détente. Alors que, je le répète, tous les mammifères ont très bien compris qu'il fallait fonctionner comme ça. Ceux qui ont des chiens, des chats, le savent très bien. Ceux qui ont un chien, vous savez très bien que pendant que vous êtes là, il est chez vous, qu'est-ce qu'il fait? Il pionce. Quand vous allez rentrer, il va vous accueillir, donc il va se mettre en mode action. Il va demander à sortir, vous allez l'emmener en promenade, donc là il va être vraiment en mode action de manière très forte. Il va aller chercher un bâton, il va vous le ramener, il va aboyer, etc. Quand vous allez rentrer, il va manger des croquettes, il va boire, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pioncer à nouveau. Action, détente, action, détente, action, détente. Tous les mammifères ont très bien compris ça. Et encore plus avec la phase d'hibernation. Donc ça veut dire que notre métabolisme est structuré comme ça. Il est structuré pour alimenter action, détente, action, détente. Le problème de notre civilisation, c'est que nous, on active le mode action en permanence. Si bien que notre petit cadenas sécurité, il devient tout petit et il devient de plus en plus petit. Pourquoi il devient de plus en plus petit? Parce qu'il faut savoir que notre organisme, parce qu'il est régi sur ce principe-là de manière naturelle, à partir du moment où on vient l'activer sur ces versants-là, le corps va désapprendre le mode détente. C'est-à-dire que le corps ne saura plus le faire. C'est-à-dire que plus, vous avez certainement des personnes dans votre entourage qui vous disent « Ah non, mais moi je peux pas rester assis 5 minutes, Moi, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, etc. » Pourquoi? Les personnes pensent que ça fait partie de leur personnalité. Non, c'est parce que leur métabolisme a été tellement encouragé sur ce mode action que le corps ne sait plus se mettre en mode détente. Donc ces personnes-là, quand vous leur demandez « vas-y, assieds-toi, là, 5 minutes, ou pars en vacances, etc. » Même en vacances, ces personnes-là vont se lever toutes les 5 minutes pour faire des choses. Parce que le corps ne sait plus, se rééquilibrer, justement, à travers ce prisme action-détente, action-détente. Donc le corps est corruptible à l'adaptabilité, vous l'avez compris par rapport à ce que je viens de vous dire, selon de bonnes ou de mauvaises habitudes. Soit on apprend justement à respecter ce mode, ces deux modes, action, détente, soit on n'y arrive pas parce que on a des contraintes au quotidien. En revanche, on a un outil qui va nous permettre de le réguler, c'est quoi? C'est la respiration. Ah bien sûr. Donc ça veut dire que on va pouvoir pendant la journée dire je viens pendant 2 heures de faire une réunion, je viens pendant 2 heures d'aller courir, etc.
eh bien, je vais activer un exercice de respiration qui va me permettre à mon métabolisme de revenir au mode détente. Et donc de revenir justement à ce qu'il aime bien et de pouvoir reconstituer l'énergie qui aura été dépensée lors de cet effort. Et donc ça veut dire qu'on va se servir de ce levier de la respiration pour permettre de revenir justement à cet équilibre action-détente, action-détente. Moi, les personnes que j'accompagne aussi qui sont des chefs d'entreprise, aujourd'hui, appliquent ça à la lettre. C'est-à-dire qu'ils vont faire une réunion, par exemple pendant 2 heures, ils vont sortir de la réunion, ils vont retourner dans leur bureau, ils vont mettre un post-it sur leur porte, ne pas déranger, et ils vont faire 5 minutes d'exercice de respiration par rapport pour récupérer de la tension qu'ils ont eue dans la réunion d'avant. Ils vont faire 5 minutes de respiration et puis après ils vont continuer la journée. Ils vont essayer au maximum de respecter ça. Et souvent quand les personnes me disent « Ouais, mais moi je travaille, j'ai pas le temps ». Alors comment vous pouvez m'expliquer que les personnes qui fument trouvent toujours le temps d'aller fumer? Donc ça veut dire que c'est pas une question de temps. C'est juste une question de dire, ouais, je vais le faire. Et donc de dire, puisque les personnes qui fument trouvent le temps d'aller fumer, c'est pareil, ça dure 5 minutes. Parfois, si papote, ça peut durer plus longtemps. Donc ça veut dire que on va faire la même chose, pas fumer. On va utiliser ce temps-là, justement, pour l'exploiter, pour faire un exercice de respiration. Life is intensity, donc... ça, c'est une injonction qui est présente aujourd'hui dans nos civilisations sur le fait de dire il faut absolument que l'on vive une vie la plus intense possible. Il faut qu'elle soit vraiment d'une intensité à tout point de vue, au niveau émotionnel, dans ce que l'on va vivre, etc. Alors, est-ce que cette promesse, cette injonction est compatible avec notre métabolisme, à votre avis ? Donc ça veut dire que quand on est en mode intensité, ça veut dire qu'on est très actif. Donc ça veut dire que notre pile, elle est chargée au maximum, et surtout de comprendre que on ne sommes pas des smartphones. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, à mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on pense que nous sommes des smartphones. Et donc on pense qu'il faut que nous soyons chargés en permanence pour pouvoir faire plein de choses. Et donc ça veut dire que, un peu à l'image justement de ces outils-là, de ces outils digitaux qui... parce qu'ils sont chargés en permanence, vont nous permettre de démultiplier les actions. Et plus on va démultiplier les actions, ça va être super. Surtout qu'en plus, on va valoriser les personnes qui sont capables de faire plein de choses, d'avoir plein d'activités. Et je pense également, je pense que vous l'avez compris, parmi ma patientèle, j'ai quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et donc, ces femmes qui vont prendre la charge familiale à 200%, avec en même temps, en s'occupant des repas, en s'occupant des enfants, en disant le mercredi, je vais conduire Justine à la danse, puis après, il y a Thomas qui doit aller au judo, et machin, etc. Donc, c'est-à-dire que actif. Et donc, il faut savoir que ça entraîne cette idée de performance, qu'il faut toujours être dans la performance et qu'il faut toujours répondre justement à ce mode action, avec je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Et que ça devient une habitude de vie et ça devient en même temps aussi une espèce de... Si on ne le fait pas, on a l'impression qu'on est nul. On a l'impression qu'on se dévalorise nous-mêmes parce qu'on n'est pas capable de le faire. Là, vous avez bien compris que moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est par rapport à notre corps, à notre métabolisme, comment notre corps réagit par rapport à tout ça. Et donc de comprendre que il y a les sollicitations digitales aujourd'hui qui nous obligent à nous connecter, qui nous obligent à être en permanence connectés sur des écrans, etc., sur un smartphone, que ce soit un email. Sur le fait aussi que l'esprit de compétition, qui est de plus en plus présent à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est plus... encore dans le sport, ça peut être acceptable, mais aujourd'hui, on a cet esprit de compétition, même entre voisins, celui qui va tailler mieux son arbre que l'autre, etc. Donc, ça veut dire qu'on rentre cet esprit de compétition et de performance à tous les niveaux. Et un cerveau qui, du coup, devient multitâche, c'est-à-dire qu'il doit penser à plein de choses en même temps et en permanence. Donc, ça veut dire que, là, vous avez bien compris que l'action de... danger, sécurité, donc ça veut dire l'équilibre entre les deux n'est plus du tout respecté au niveau du cerveau, parce qu'il travaille en permanence, en multitâche, en permanence. Et bien sûr, ceux qui, du fait d'activer en permanence le mode action, vous avez compris, puisque le mode détente n'arrive plus à se mettre en relais, parce que le corps ne sait plus le faire, ces personnes qui... décident de se mettre au marathon, de se mettre au triathlon, de se mettre au trail de 72 heures, où on court avec une lampe frontale pendant le jour et la nuit, et qui deviennent de plus en plus longs, etc. Ça veut dire que
le métabolisme, parce qu'il ne sait plus se rééquilibrer, va encourager ces personnes-là à toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus, en faire plus. Et donc, effectivement, toujours en faire plus et de plus en plus, et ne pas oublier non plus les injonctions sociales, familiales, culturelles, qui nous obligent à faire aussi, en disant bah là, si je m'assois, j'ai envie de me poser un peu, ah bah non, t'es un fainéant, hein, là, tu vas bouger, parce que t'as encore ça à faire, etc. Donc ça veut dire que, vous voyez que tous ces éléments-là, mis bout à bout, bah, participent justement à ce que notre batterie soit chargée en permanence. Le problème, c'est que notre civilisation, en fait, contemporaine, a confondu l'énergie et l'intensité. L'énergie, elle, est compensée par notre métabolisme. L'intensité, elle, n'est pas ou mal compensée par notre métabolisme. Donc, déjà, de comprendre que par ce principe d'adaptabilité constant, bah, notre corps pense, hein, donc c'est un corps qui pense, mais il pense à travers, ce que je vous expliquais tout à l'heure, cet équilibre de nos ressources, à travers une dépense d'énergie qui est compensée selon un certain seuil, hein, vous voyez, une petite ligne là, et une détente énergétique qui est fiabilisée, là c'est pareil, il y a une petite ligne. Ça ne veut pas dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas atteindre l'impassibilité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dormir pendant 15 heures par jour, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux, mais selon un certain seuil. Parce que nous avons une ressource énergétique qui va nous permettre de faire des choses, et ensuite, la capacité de pouvoir récupérer par rapport à cette dépense énergie qui a été justement dépensée. Donc ça veut dire que notre équilibre de nos ressources énergétiques se stabilise à partir du moment où on respecte ça. À partir du moment où on va respecter cette dépense énergétique jusqu'à un certain seuil qui va être équilibrée par la récupération également à un certain seuil. Donc énergie d'un côté, récupération de l'autre. Quand on respecte ça, tout va bien. L'image que je donne souvent, c'est l'image du guépard. Alors j'ai un petit garçon de 8 ans et demi, qui à ce moment est à fond dans les félins. Donc ça veut dire que il me dit « Papa, t'as vu, le guépard, il court à 110 km/h ». Alors je lui dis « Oui, effectivement, mais le guépard, en fait, il surveille pour aller manger son pique-nique, hein, son goûter, donc il va surveiller les antilopes qui sont autour de lui. Quand il va trouver une antilope à portée de mâchoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir effectivement à 110 km/h, donc il va dépenser beaucoup d'énergie pour essayer d'aller attraper cette antilope. Dès qu'il voit que l'antilope, c'est la Usain Bolt de l'antilope, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter. C'est-à-dire que les mammifères ont très bien compris ça. Ils ont très bien compris qu'ils vont dépenser une énergie jusqu'à un certain seuil. Nous, si nous étions des guépards, qu'est-ce qu'on ferait? On courrait pendant 5 heures jusqu'à l'attraper. Voilà. Parce qu'on n'a pas compris comment notre corps fonctionne. Donc ça veut dire que plus on comprend cette interrelation avec notre corps, sur le fait qu'on fonctionne comme ça, on est structuré comme ça. Tous les mammifères sont structurés de la même manière. Donc ça veut dire que parce qu'on est structuré comme ça, plus on va le respecter, mieux c'est. Si à l'inverse, on ne le respecte pas, on va arriver au corps qui pense, hein, PAN. Et donc ça veut dire qu'on va dépasser cette dépense énergétique qui est compensée pour rentrer dans une autre zone, la zone de l'intensité, la dépense énergétique qui est non ou mal compensée. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que ce qui était compensé avant, qui permet cette adaptabilité du corps, on va rentrer dans une faille d'adaptabilité. Et donc le corps qui pense d'un côté et le corps qui essaie de réparer de l'autre. Et donc, par accumulation, là ici on va être effectivement dans la juste mesure, alors que là on va être dans une accumulation, on va être une usure du corps qui va faire que plus on va être dans cette intensité, plus on va provoquer des troubles, et on va déclencher bien entendu des pathologies, des maladies, bien entendu, parce que le corps il n'en peut plus. Et donc, d'un côté, on aura, dans la dépense d'énergie compensée, les substances neurohormonales dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a les catécholamines, d'un côté, qui nous permettent de nous mettre en mode action, et on a, de l'autre côté, ce qui nous permet de nous mettre en mode détente, l'acétylcholine, la sérotonine, la mélatonine, qui nous permet de dormir, mais également le glutamate et le GABA, qui est moins connu. C'est l'acide gamma-aminobutyrique, qui est notre, comment je peux dire ça, notre antidépresseur naturel. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout dans notre corps qui fonctionne très bien à partir du moment où on respecte la manière dont il fonctionne. À l'inverse, si on est dans l'intensité, on va être en excès de cortisol, ce qu'on appelle
de l'hypercortisol. C'est-à-dire qu'en fait, on va sécréter ces substances d'action en permanence, ce qui va faire que les personnes se sentent toujours obligées de faire quelque chose, parce qu'en plus, le corps a désappris le mode détente. Et donc, il faut savoir aussi que cette dépense d'énergie selon une certaine intensité, va provoquer ce que l'on appelle l'inflammation bas grade. Lorsque l'on est dans cette dépense d'énergie compensée, c'est l'inflammation haut grade. L'inflammation haut grade, c'est lorsque vous vous coupez, vous allez effectivement faire monter l'inflammation qui va permettre de cicatriser votre coupure. D'accord ? L'inflammation bas grade, c'est une inflammation qui n'est plus que... Elle est tellement présente en permanence, puisque vous êtes dans l'intensité constamment, donc c'est-à-dire que vous allez charger cette inflammation en permanence, au bout d'un moment, le corps n'arrive plus à s'en débarrasser, il n'arrive plus à le compenser. Et donc ça veut dire que cette inflammation va s'installer dans votre corps. Et c'est ce qui va faire que, au fur et à mesure, les personnes vont déclencher des troubles inflammatoires. D'abord, ça va être par exemple de l'eczéma, les personnes qui vont commencer à avoir de l'eczéma, puis peut-être ça va être aussi du psoriasis, peut-être que ça va être aussi une inflammation articulaires, la polyarthrite rhumatoïde, la polyarthrite ankylosante, etc. Tout ce qui est allergie, allergie au gluten, allergie au poil de chat, allergie au beurre de cacahuète, tout ça c'est de l'inflammation. Tout ça c'est parce que les personnes sont là, en fait. Tout ce qui est inflammation du syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn, voilà. Toutes les maladies inflammatoires sont le résultat de ça, du fait qu'on soit effectivement constamment en train d'accumuler cette usure du corps et donc d'installer ces niveaux d'inflammation en permanence dans notre corps. Donc notre métabolisme, en fait, il est structuré pour la durée, pas pour l'intensité. Et ça, le guépard, vous avez vu, il a bien compris. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à un certain seuil, lui, oula, moi je suis structuré pour la durée, pas pour l'intensité. Moi, je préserve ma vitalité le plus longtemps possible. Et donc, ça veut dire que nous, on est nul de chez nul par rapport à ça. Dans un contexte d'intensité, on va avoir une respiration rapide, CRM de 15 à 25, et généralement plutôt une respiration buccale sans qu'on s'en rende compte. Et une respiration thoracique haute, vous savez maintenant pourquoi. Et bien entendu, ça va activer ce principe de charge mentale de plus en plus fort, l'inflammation bas grade qui va s'installer, et une influence effectivement sur les cardiopathies, la tachycardie extrasystole, la fibrillation ventriculaire également, et les problèmes allergiques dont je vous ai parlé précédemment. Donc la question à se poser, c'est quelle intensité je mets dans ce que je fais ? Est-ce que je suis à un certain seuil où c'est uniquement de l'énergie qui va être compensée après, ou est-ce que je vais au-delà ? Et cette intensité est-elle soutenable par mon métabolisme? Est-ce que je peux monter un petit peu dans les tours, on va dire, mais pas trop, parce que je sais que derrière je vais bien récupérer par rapport à une activité qui peut être intense à un moment donné, en disant j'ai un examen à préparer, je sais que allez, je vais me mobiliser parce que cet examen-là, je veux l'avoir, mais ça veut dire que derrière, je vais énormément récupérer par rapport à cette intensité. Si on le fait très bien, si on dort très bien, très bien. En revanche, si on récupère pas derrière et que derrière on enchaîne les insomnies, etc., forcément, le corps, il va pas aimer ça. Et donc, ça veut dire que notre pile d'action va se transformer en pile d'intensité en permanence. On comprend mieux pourquoi. Aujourd'hui, ça c'est les statistiques que je vous donne de 2024, on a plus de 80% de cancers, donc en plus, chez les moins de 50 ans. 80%. Les AVC ont été multipliés par 2 chez les 25-30 ans. L'AVC est devenu la première cause de décès des femmes. Plus 25% de syndrome dépressif. Et en général, on va dormir 1 heure de moins. Depuis 2020 à 2024, on va dormir 1 heure de moins. Donc il y a une prise de conscience qui s'impose sur le rythme insoutenable de notre civilisation. Sur le fait de dire, il y a un problème, la civilisation nous demande trop de choses, il faut absolument que l'on comprenne que la manière dont on est en train d'avancer dans cette civilisation, et pour le futur, elle n'est pas du tout compatible avec notre métabolisme.
Notre métabolisme n'a pas été structuré comme ça. Même si on nous le vend, même si on nous le survend en montrant des personnes héroïques, parce que ces personnes sont capables de faire plein de choses, sont capables d'être très actifs, très justement dans l'intensité, sur de longues durées, etc. C'est une minorité. Il faut le savoir. C'est-à-dire que forcément, on va mettre en avant ces personnes-là en disant bah, « regardez ce qu'il fait, c'est formidable, etc. » On va moins montrer la personne qui a déclenché un cancer ou qui, effectivement, a eu un infarctus ou un AVC. Là, c'est notre cas à Lille, hein, l'Institut Cœur-Poumon, la dernière personne a 27 ans. Donc ça veut dire qu'un infarctus du myocarde à 27 ans, c'est pas acceptable. Donc ça veut dire que ces personnes-là, on va pas la voir, on va pas la montrer. On va montrer la personne qui est capable de faire plein de choses, etc. Je le répète, c'est vraiment une infime minorité. Et donc sur le rythme respiratoire inadapté et constant de la population qui en découle, puisque vous avez bien compris le lien d'interaction, et donc ça veut dire que ces respirations deviennent de plus en plus préoccupantes et dysfonctionnelles du fait de soutenir cette intensité en permanence, puisque ce lien de synchronisation, vous l'avez compris, entre le cerveau et le principe cardiovasculaire. Maintenant, je vais vous montrer des schémas à travers l'analyse et la mesure de ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, chacun de mes patients, moi, je mesure en fait leur variabilité de fréquence cardiaque. La VFC, c'est l'intervalle qu'il y a entre chaque battement de cœur. C'est-à-dire qu'entre chaque battement de cœur, ce qu'on appelle l'intervalle RR, la coordination, à nouveau, la synchronisation entre notre manière de respirer, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le chargement de ces substances neuro-hormonales dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'action et de détente, la VFC, c'est la mesure de tous ces éléments-là. Donc, une personne que je suis depuis 6 mois, donc quand je l'enregistre, elle est donc à côté de moi, sur une chaise, elle a un capteur à l'oreille, elle a les yeux fermés et elle respire naturellement d'abord dans un premier temps. Ensuite, je lui demande, alors j'utilise l'application Respirelax, je lui demande de respirer, on va dire en cohérence cardiaque, en suivant le rythme d'inspiration sur 5, d'expiration sur 5. Donc on voit là sur alors le schéma, ça s'appelle une arythmie sinusale respiratoire. Donc on voit sur l'arythmie sinusale respiratoire que dans la respiration naturelle, on a, donc quand ça monte, vous avez compris, c'est l'inspiration, le cœur qui s'accélère, les substances hormonales d'action qui sont chargées. Lorsque ça descend, c'est l'expiration, le cœur qui ralentit et les substances hormonales de détente qui sont chargées. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on a un corps qui fonctionne bien, donc une variabilité fréquence cardiaque qui fonctionne bien, ça monte bien, ça descend bien de manière cohérente. C'est-à-dire qu'on a des belles montagnes russes, vous voyez, alors parfois ça cafouille, mais en tout cas, là, sur ce patient-là, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Lorsque cette personne respire en cohérence cardiaque, on voit que c'est plutôt encore mieux. C'est-à-dire qu'on a des belles amplitudes et on voit que la cohérence cardiaque se fait bien et surtout, on voit que l'impact de la respiration sur le fait d'avoir un cycle respiratoire par minute qui est réduit, parce que quand on respire en cohérence cardiaque, donc on inspire sur 5, on expire sur 5, c'est-à-dire que le CRM, il est plus qu'à 6. Donc ça veut dire que le fait d'avoir une respiration lente va encourager ce principe de cohérence cardiaque. Donc ça, c'était après 6 mois. On va voir encore après 6 mois encore, donc 1 an après le premier rendez-vous, on voit que en respiration naturelle et à travers la méthode de respiration que je vais donner, la personne a gagné en amplitude dans sa respiration naturelle et elle a gagné encore plus en amplitude lorsqu'elle fait l'exercice de cohérence cardiaque. Donc ça, moi, c'est ce que j'aimerais avoir tous les jours, forcément. Sauf que c'est pas le cas. Moi, mon quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que quand la personne va respirer naturellement, vous voyez que les amplitudes sont totalement incohérentes. Lorsque la personne va commencer la cohérence cardiaque, on voit que la cohérence cardiaque ne se fait pas. C'est-à-dire que les incidences que l'on a vues tout à l'heure, elles ne sont pas présentes. Autre exemple, avec, là encore, des amplitudes qui sont totalement incohérentes dans la respiration naturelle. Là, on voit malgré tout, alors ça c'est une lecture bien entendu, après c'est avec l'habitude, la cohérence cardiaque se fait, mais elle se fait, voyez bien, de manière complètement anarchique. On voit bien la différence entre ici et là, mais on voit bien que là, il y a une anarchie de cette cohérence cardiaque qui repose sur un principe baroréflexe. Juste pour que vous soyez au courant, je pense, si vous connaissez un peu la cohérence cardiaque, en fait, c'est un principe, c'est nos barorécepteurs, en fait, qui appliquent
une espèce de mise en perspective de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Hein. Donc ça veut dire que quand vous allez inspirer sur 5, expirer sur 5, c'est un peu comme si vous veniez mettre en perspective la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Donc et en plus en diminution, c'est-à-dire que ça vient aider les deux en involution, si vous voulez. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, on va dire que le principe baroréflexe est activé, mais il ne sait pas trop quoi faire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas bien à coordonner ce qu'on lui demande de faire. Là encore, avec un autre exemple, où effectivement, que ce soit en amplitude, en respiration naturelle ou en cohérence cardiaque, on voit bien que, vous voyez, j'ai démarré à peu près ici, 2 minutes et demie, on voit bien que il n'y a même plus de courbe, il n'y a même plus rien, c'est-à-dire que ça ressemble, en fait, on a une concordance, vous voyez, entre cette partie-là et cette partie-là, c'est comme si l'exercice, c'est pas comme si, c'est parce que l'exercice ne produit aucun effet. Et puis, de plus en plus, c'est-à-dire que parce que on est dans cette intensité, au bout d'un moment, les ressources énergétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles ont une limite. Et donc forcément, au bout d'un moment, quand on puise dans ces ressources, toujours pour soutenir cette intensité, au bout d'un moment, le corps, il est effondré. Ça veut dire que ces ressources ne sont plus là. Donc on arrive à une situation d'épuisement énergétique. Donc vous voyez que à l'inspire, quand ça monte et quand le cœur s'accélère, il s'accélère très faiblement. À l'expire, quand la respiration devient plus lente et que le cœur décélère, il le fait également de manière très mollement. Donc ça veut dire qu'on a un organisme, on a un métabolisme qui est complètement effondré, qui est complètement épuisé, avec un autre cas ici. Donc, en sachant que la mesure de la VFC couplée à la respiration consciente est le dispositif le plus prometteur du futur en parcours de soins en prévention santé. Vous voyez qu'il y a un astérix avec le mot prévention parce que on parle dans ce cas-là de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc, prévention primaire, c'est chez un enfant, par exemple, ou une personne qui n'a pas forcément de pathologie, mais qui a envie de prendre soin d'elle, c'est une prévention primaire. Prévention secondaire, c'est lorsqu'on a déjà détecté quelque chose, ou qu'on sait que dans une famille donnée, il y a des antécédents familiaux, par exemple. On sait que mon père est décédé, a eu un AVC, on sait que mon grand-père est décédé parce qu'il a eu un AVC. Du coup, on va faire un petit peu attention, et on va essayer de faire en sorte que d'avoir une prévention secondaire qui va essayer d'engager un principe cardiovasculaire qui soit le plus optimal possible. La prévention tertiaire, c'est lorsque on a déjà eu un accident. Par exemple, on a déjà eu un AVC, comment faire en sorte de ne pas en avoir un autre, par exemple. Vous voyez ? Donc ça veut dire que la mesure de l'AVC couplée à la respiration consciente va permettre justement d'appliquer un accompagnement en parcours de soins à travers la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Notre santé est déterminée pour maintenir la durée par l'intensité. Je pense que vous l'avez compris, on est passé du rouge au vert, vous avez vu. Voilà. Donc, la santé, c'est la sobriété. Et donc, de comprendre que le mantra que je vous propose, dorénavant, c'est « less is more ». Enfin, plutôt « love is more ». « Less is more », c'est... comment il s'appelle, Mies van den Rohe, qui a créé le mouvement de design et d'architecture qui était le minimalisme. Et donc, il a lancé ce mouvement du less is more. Et moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est ce mantra de love is more. Plus on va être dans une batterie qui va être la moins chargée possible, en respirant lentement, en ayant une respiration effectivement qui soit la plus lente, en respectant ce cycle action-détente, en se disant... Là, je me suis activé, juste après, qu'est-ce que je fais ? Je vais pratiquer un exercice qui va me permettre de revenir en mode détente. Et parfois, si on peut le faire 2, 3 fois par jour, juste avant de s'endormir, pourquoi pas ? Ça prend 5 minutes, c'est gratuit, ça ne demande aucun accessoire. Il n'y a qu'à le faire. Donc la pratique de la respiration consiste à accompagner notre organisme à être le plus imperturbable possible. Donc c'est dans notre capacité d'apaisement au niveau du mental, mais aussi au niveau cardiaque. Donc ça veut dire, à partir du moment où on sent qu'il y a le cœur qui s'accélère, de le soutenir pour qu'on puisse revenir à la normale. Et en même temps, le plus perturbable possible, c'est-à-dire c'est notre capacité de réponse efficace par rapport à un contexte. C'est-à-dire que je suis agacé par une situation,
la situation est terminée, je reviens tout de suite au calme. Je ne vais pas rentrer dans des ruminations, dans le fait de dire ah oui, il m'a dit ça, il m'a parlé de ça, pourquoi il m'a dit ça, ouais, ça va pas du tout, je vais appeler quelqu'un pour lui en parler, et puis après j'en parle pendant une demi-heure, puis je vais encore appeler quelqu'un d'autre pour avoir son avis, etc. Vous voyez, c'est le fait d'encourager le là où is more en disant il s'est passé une action, vous avez compris cette part de sollicitation émotionnelle, cette zone 3. Je vais essayer au maximum de réengager l'adaptabilité de mon cortex prémoteur, donc cette zone 2 qui va calmer les émotions, qui va revenir apaiser l'ensemble de mon métabolisme. La respiration permet d'atteindre, de soulager, voire de résoudre la conflictualité du corps qui influence la maladie. Donc, ça veut dire que ça va permettre en plus d'engager un processus de vitalité avec soi. On s'y met? On va faire un petit exercice ensemble? Allez. Donc, je vais vous demander d'abord, par rapport à votre posture, de vous mettre assis sur votre chaise, mais d'avoir le dos qui n'est pas appuyé sur votre dossier. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir vous avancer un petit peu. Voilà. Les jambes ne sont pas croisées, les genoux sont soit bien à l'horizontale, soit éventuellement encore mieux sous la chaise, pour avoir vraiment la colonne d'air qui soit la plus droite possible. Voilà. L'exercice va consister d'abord à inspirer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, puis ensuite je vais augmenter le temps d'expiration à 5, à 6, à 7, à 8. Et vous allez voir que ça va très bien se passer. Il n'y a aucune contre-indication. Donc vous allez commencer par fermer les yeux. Vous allez souffler par la bouche, inspirer par le nez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, on passe à 5, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, on passe à 6, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on passe à 7, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on passe à 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dernière fois, inspirez, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reprenez une respiration naturelle. Vous pourrez ouvrir les yeux lorsque vous le souhaiterez. Donc ça baille, super. Exactement ce que je voulais. C'est quoi les ressentis tout de suite? Ben voilà.
Voilà. Donc ça veut dire que vous avez soutenu votre métabolisme, là, en l'espace de, j'ai pas fait 5 minutes, j'ai fait 3 minutes, pour revenir au mode détente. Vous avez compris ? Là, vous êtes revenu dans le mode que le corps aime bien. Parce que action, détente, vous avez vu, ça a pris 3 minutes. Vous voyez qu'on peut très bien l'appliquer au quotidien, à n'importe quel moment. N'oubliez pas le principe formel-informel, c'est-à-dire que le principe formel, c'est vous êtes chez vous, vous dites allez hop, je mets mon mari, ma femme dehors, mon chien, etc. et vous barricadez pendant 5 minutes en disant je m'accorde ma petite parenthèse à moi. Ou sur la plage, je veux dire, ça peut être ça aussi, en extérieur, près des cascades, en forêt, assis sur une souche d'arbre, sous un arbre, voilà. Le mode informel, c'est vous avez un trajet en voiture à faire avec quelqu'un qui conduit. Vous êtes passager et du coup, pendant que la route est en train de se faire, vous prenez le train, vous prenez l'avion. Il n'y a pas de métro ici. Vous prenez le bus. Vous êtes dans le bus, ça veut dire que vous pouvez faire cet exercice-là dans le bus. Il n'y a aucun problème. Donc ça veut dire que on a la possibilité de s'y mettre à partir du moment où on a juste la volonté de le faire. Et surtout quand on comprend l'impact par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, on comprend à quel point l'impact sur votre métabolisme va être important. Donc, je vais vous montrer les applications possibles en parcours de soins maintenant. Donc, au niveau cardiovasculaire, la respiration va permettre de résoudre quand même pas mal de problématiques de cardiopathie, donc l'hypertension artérielle, l'hypotension artérielle également, les arythmies cardiaques en général. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, tachycardie, bradycardie, la fibrillation atriale, ventriculaire, extrasystole. Application post-infarctus et application post-AVC. En ventilation, les problèmes d'essoufflement, la respiration de l'effort, savoir comment gérer sa respiration lorsque on court, lorsqu'on fait du vélo, lorsque on nage, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, même quand on marche, le fait de dire quand je marche, quand je vais monter un escalier, est-ce que ma respiration est conforme ou pas ? Et vous verrez, parce que Guillaume est champion du monde de ça maintenant. Et donc ça veut dire que d'apprendre en fonction de je monte des marches, j'arrive en haut, je suis essoufflé. Et là, avec l'aide de Guillaume, vous allez arriver en haut des marches, vous allez dire tiens, c'est bizarre, je suis beaucoup moins essoufflé qu'avant. Donc ça veut dire que on a la capacité de pouvoir créer cette interrelation de cette manière-là. Les problèmes de ronflement aussi, l'apnée-hypopnée du sommeil, l'asthme, qui est un trouble inflammatoire, et les insuffisances respiratoires en général. Au niveau du nerf vague, la tonicité vagale, les personnes qui sont en hypertonie vagale, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce que je vous ai montré en intensité, les courbes en intensité, ce sont des personnes qui sont en hypertonie vagale. Lorsque je vous ai montré les courbes qui étaient affaiblies, épuisement énergétique, ce sont des personnes qui sont en hypotonie vagale. Donc, c'est-à-dire que le nerf vague est devenu dysfonctionnel dans les deux cas. Au niveau psychophysiologie, donc par rapport à la gestion, à la régulation du stress, par rapport au stress post-traumatique aussi, la régulation émotionnelle en général et pour appréhender la charge mentale. Donc je vous remercie. Alors j'ai pas tout à fait terminé encore, c'est la première partie. J'ai écrit un livre qui s'appelle Respithérapie, qui est disponible aux éditions Le Duc et en grand format, mais également en poche. Je voulais vous parler spécifiquement de la Fondation Agir pour le cœur des femmes, parce que ça me tient à cœur, c'est pas un mauvais jeu de mots. Mais je vous en ai parlé précédemment, mais pour vous sensibiliser aussi aux maladies cardiovasculaires pour les femmes, il faut savoir que effectivement c'est la première cause de mortalité des femmes aujourd'hui, et que près d'une femme sur 3 en décède chaque année. Donc ça veut dire que ce n'est pas anodin, et surtout on voit, je vous disais, dans l'ensemble des statistiques, que ce soit, moi j'ai les chiffres forcément du CHU de Lille, on voit que c'est graduellement presque exponentiel. Donc ça veut dire que on était à une femme sur 4 il y a encore, je pense, 5 ans, on est passé à une femme sur 3. Vous voyez, donc ça veut dire que ça ne cesse de progresser, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire par rapport à ça. Et en sachant aussi que 8 accidents cardiovasculaires sur 10 sont évitables, avec une information, une éducation à la santé et un dépistage dédié. En sachant que les femmes ont de nombreux récepteurs aux hormones du stress, j'ai dit tout à l'heure, les catécholamines, au niveau de leurs artères et de leurs muscles cardiaques. Et les artères coronaires sont également plus fines que celles des hommes, et tout cela les rend plus vulnérables au spasme artériel. Quand on parle de spasme artériel, je parle de l'artère qui se referme sur elle-même, déclenché par le stress. Il faut savoir que aujourd'hui, la régulation du stress, le sujet du stress est un vrai sujet
lorsque l'on aborde les cardiopathies et lorsque l'on aborde justement l'accompagnement des personnes dans ces problématiques de cardiopathie. Et donc avec comme conséquence un risque accru d'accident cardiaque chez les femmes. Il est urgent d'apprendre à réguler son stress par la respiration consciente, vous l'avez compris, et donc je vous encourage effectivement à pratiquer régulièrement, et notamment, parce qu'on en a parlé encore cet après-midi, au moment du passage de la ménopause. C'est un sujet dont on aborde très très peu, enfin, en tout cas dont on parle peu, et que j'aimerais dont on parle plus, parce que, comme je dis souvent, la ménopause c'est comme un mariage, ça se prépare. Donc ça veut dire que plus on va apprendre ce passage de la ménopause pour les femmes, plus ça va permettre justement de le vivre de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. La respiration consciente comme soutien et influenceur bénéfique cardiovasculaire, vous avez compris, donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez faire travailler votre muscle cardiaque. Détecter les signes de l'infarctus du myocarde qui sont différents chez les hommes et chez les femmes, puisqu'il faut savoir que le modèle de la médecine occidentale est basé sur le corps de l'homme. Et donc ça veut dire que les symptômes des femmes ne sont pas les mêmes que les hommes. On connaît tous la douleur dans le bras gauche. Alors effectivement, on va retrouver ça aussi chez les femmes, mais les femmes vont aussi déclencher d'autres troubles, comme effectivement des étourdissement soudain, c'est-à-dire que la personne est obligée de s'asseoir. Moi, je vous donne les témoignages de ce que les femmes m'ont donné, c'est-à-dire que la femme est debout, elle est en train de, par exemple, dans sa cuisine, etc., et d'un seul coup, elle est obligée de s'asseoir. Ça ressemble à un malaise vagal, mais pas complètement. La personne est en train de faire un accident ischémique transitoire ou un infarctus. Des sensations de brûlure à l'estomac, alors ça, c'est très compliqué de ce que les femmes m'ont expliqué parce que ça ressemble en même temps à des grosses douleurs de règles ou comme une immense diarrhée. Vous voyez, quand on a vraiment mal au ventre, on a mal à l'estomac, etc. Eh bien, mais elles m'ont dit ça n'a quand même rien à voir. On a su qu'il se passait un truc, que c'était pas habituel. Dans ce cas-là, il faut appeler le 15 parce que c'est effectivement un infarctus qui est en train d'arriver. Pareil avec des nausées ou des vomissements qui s'installent et c'est pas juste de ce que les personnes m'ont dit, c'est pas comme quand on a mangé quelque chose, on sent qu'on n'est pas bien. Là, on sent que les nausées, les vomissements s'installent sur la durée et de manière très intense. Donc là, pareil, il faut appeler le 15. Des sueurs froides et en même temps, parfois, ça s'accompagne. C'est en même temps sueur froide et en même temps des grandes transpirations qui arrivent d'un seul coup. C'est-à-dire que on se met à transpirer de manière très 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 forte au niveau du front, au niveau des aisselles, etc., au niveau des membres supérieurs et inférieurs, et donc on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer qui est pas normal, et une fatigue inhabituelle. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans la majorité des cas, et on l'a pu le constater aussi au CHU de Lille, c'est que les femmes tardent à appeler le SAMU. C'est-à-dire que dans les mêmes circonstances, un homme va appeler beaucoup plus facilement le SAMU, les femmes vont attendre. Donc le fait que les femmes attendent, c'est là le drame. C'est-à-dire que le SAMU arrive trop tard. Parfois, si elles sont seules, elles tombent dans leur cuisine, elles tombent chez elles, dans leur chambre, etc. Et on les découvre parfois 2 jours après. Donc ça veut dire que dès les premiers symptômes, il ne faut pas hésiter, il faut appeler le 15. Les 4 piliers de la prévention par rapport à ça, avoir une activité physique régulière, manger équilibré, stopper le tabac et apprendre à réguler son stress, donc par la méditation, mais aussi, vous avez bien compris, par la respiration. La santé n'est pas définitive, il est possible de la modeler, de la renforcer, de favoriser son adaptabilité naturelle. Souvent, on a cette image d'une santé en disant j'ai cette santé-là, on peut rien faire. Sachez que moi, j'ai une patiente qui a 80 ans, qui est venue me voir, envoyée par le centre du sommeil de Ronques pour un problème d'apnée-hypopnée du sommeil. Elle a 80 ans, je répète. Je l'ai accompagnée pendant à peu près 8 mois. Elle avait fait une polysomnographie qui a mesuré le nombre d'apnées-hypopnées. Et au bout de 8 mois, elle a refait une polysomnographie. Elle est retournée voir son pneumologue. Et son pneumologue n'en croyait pas ses yeux, puisqu'elle avait non seulement baissé ses apnées-hypopnées, mais en plus, elle avait gagné en capacité respiratoire quand ils lui ont fait le test de la VO2 max à 80 ans. Donc, ça veut dire que c'est super encourageant. Et donc, bien entendu, de la renforcer son adaptabilité naturelle par la respiration consciente. Je vous ai mis l'adresse, Agir pour le cœur des femmes. Je vous encourage vraiment à le diffuser au maximum. J'espère vraiment qu'on pourra un jour venir avec une version du bus du cœur ici à l'île de la Réunion, à Saint-Denis. C'est vraiment super. Est-ce que vous avez des questions? D'en profiter, questions, réponses. Je vais essayer de répondre en tout cas. Alors, on va prendre le micro pour les personnes qui sont à distance. Ouais, proche un peu, allez-y. Vous avez compris?
Je me suis laissée emporter. Toi, je n'ai pas compté combien de fois vous faisiez 4, 5, 6, 7. Ah, mais ça, c'est ma petite tambouille, ça. Non, mais je plaisante. En fait, généralement, je fais 5 fois. Vous voyez ? Et après, ce qu'il faut faire aussi, mais ça, c'est... maintenant, vous avez des personnes qui vont bien vous accompagner là-dessus, c'est qu'il faut observer. Il faut soit vous observer en disant, là, j'y arrive bien, donc je peux monter d'un palier. Il faut toujours que ça soit confort, en fait. Et là, vous avez vu que vous êtes arrivé jusqu'à 8, il n'y a pas eu de problème. Donc ça veut dire que le fait de le faire de manière progressive, ben, c'est ce qui fait que vous atteignez justement un résultat comme celui-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit vous vous observez, donc quand je dis vous observer, c'est pas vous regarder devant un miroir, c'est de dire là je suis en mode confort, je peux passer au temps supérieur. Vous voyez ? Si vous le faites avec d'autres personnes, d'observer les personnes pour savoir si ça se passe bien. De toute façon, on le voit, hein, si la personne réouvre les yeux, si on voit qu'elle a du mal au niveau de l'inspiration, à nouveau, ça revient à une respiration un peu thoracique haute, etc. Ça veut dire qu'elle est en difficulté. Et donc, c'est là où il faut réguler en fonction des personnes que vous observez. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, je l'ai fait 5 fois à chaque fois. Alors, je vais vous donner le micro. Hop. Non, en fait, c'est pour que les gens... Non, ceux qui sont à distance ne vous entendent pas. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Donc, j'avais une question à ce sujet parce que qu'est-ce que vous faites en consultation ? Si c'est simplement la respiration consciente, comme on vient de pratiquer, on l'a fait, voilà, c'est tout, et il n'y a plus rien à faire. Merci, je m'en vais. Non, mais c'est ça, je voulais savoir, parce que vous suivez apparemment sur plusieurs mois, donc c'est un peu plus que savoir expirer longuement, je pense. En fait, c'est parce que j'ai mis en place, que j'ai au tout début, des protocoles. C'est-à-dire qu'en fait, ces protocoles répondent à des objectifs thérapeutiques, donc ça veut dire que les exercices sont personnalisés par rapport au sein de ces protocoles. Donc ça veut dire que, en fonction des problématiques, je ne vais pas faire les mêmes exercices. Comme je l'ai dit, j'ai plus de 60 exercices, et avec des variantes. Donc ça veut dire que chaque exercice va être personnalisé, mais surtout, c'est parce que je remarque que les personnes ont l'habitude de... Voilà, la cohérence cardiaque, du coup, on fait 5 minutes de cohérence cardiaque. Moi, la méthode que j'ai mise en place, c'est le fait de combiner plusieurs exercices ensemble. C'est-à-dire que la personne va enchaîner des exercices personnalisés à la suite, vous avez compris, hein, donc c'est des séances qui sont un petit peu plus longues, 10 minutes, un quart d'heure, parfois jusqu'à 20 minutes. Mais généralement, les personnes qui ont eu un AVC ou qui ont eu un infarctus, ne vous inquiétez pas, ils le font. Donc ça veut dire que c'est vraiment une espèce de mise en puzzle, vous voyez, de ces petites pièces de puzzle de respiration qui aboutissent à la fin à un résultat bénéfique thérapeutique. Excusez-moi, parce que quand on travaille dans un cabinet, c'est pas simplement inspirer, expirer longuement, donc il faut pouvoir aussi proposer autre chose plus adapté en fonction de la personne. C'est ça. Donc c'est personnalisé, puis avec des temps d'inspire, des temps d'expire qui peuvent être synchrones, asynchrones, avec des temps de suspension aussi, apnée vide, etc. Et des moyens aussi d'arriver à des respirations spécifiques, justement par la progression ou par le fait d'appliquer d'autres respirations au préalable et notamment tout le travail sur le diaphragme. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que je vous ai beaucoup parlé du cerveau au tout début, il faut savoir que la première chose que le cerveau va désengager en situation de stress, c'est le diaphragme. Donc ça veut dire que vous allez passer en respiration thoracique haute parce que nous sommes des mammifères et parce que c'est une respiration de danger, une respiration de confort. Donc ça veut dire que dans une personne qui va être continuellement dans un contexte de stress, son diaphragme va être désengagé de plus en plus. Donc c'est-à-dire qu'il faut revenir à nouveau à assouplir le diaphragme qui est régi par les nerfs phréniques, qui partent du cou. Mais donc c'est-à-dire qu'on parle de diaphragme, ce sont des coupoles diaphragmatiques, droite et gauche, nerf phrénique gauche, nerf phrénique droit. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler à assouplir à nouveau l'influence de ces nerfs phréniques sur les coupoles diaphragmatiques. Ça c'est la première chose à faire, déjà. Question. Micro. Alors, micro devant. Hop. Comment est-ce que ça se travaille? Comment se travaille sur le diaphragme? Là, il y a plusieurs exercices. Là, justement, oui, personnes de la Mutin ont été formées sur ça. Donc, il y a 3, 4, même voire 5 exercices qui ont été préconisés pour justement apprendre à bien réengager son diaphragme. Une question, c'est Parlez plus.
Rapprochez Le micro. Ouais. La VFC, et comment ça se mesure cette VFC? La VFC, c'est en fait un capteur que je mets sur l'oreille et qui est relié à un logiciel qui est sur mon ordinateur. Voilà. Il y a trois logiciels dans le monde, dont un qui est français, qui est de Lille, Vous pouvez lui poser la question. Symbiophie. Et voilà, il y a 3 logiciels, je crois peut-être 4, mais voilà, qui permettent de mesurer la variabilité fréquence cardiaque. Allez-y. Oui, je voulais savoir, quand on respire, je me demande toujours si j'inspire avec le thorax ou avec le diaphragme. Voilà. Ça justement, c'est ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut engager. C'est-à-dire que, faire une respiration en cohérence cardiaque en respirant en thoracique haut, oui, ça va faire des choses, mais vous n'aurez pas l'amplitude que si vous le faisiez en respirant avec le diaphragme. Donc ça, moi, je vous encourage justement à vous rapprocher de Muta, de Guillaume, des animations pour spécifiquement travailler justement sur ce sujet-là, en disant pourquoi pas une thématique justement sur comment réengager son diaphragme. Ça pourrait être une thématique d'ailleurs très intéressante. Ouais. C'est clair. Alors, je vous propose de vous partager les questions du coup des personnes en ligne. Donc, il y a une première question à mon avis qui va te mettre en difficulté, techniquement parlant, ou émotionnellement parlant. On a Valérie qui nous demande quelle est l'application la mieux entre Petit Bambou et Respirelax, laquelle il faut choisir? Je ne peux pas choisir. Tu choisis pas? Non, elles ont en fait. Si je peux répondre, en fait, on s'est rendu compte que ce ne sont pas les mêmes profils qui se trouvent sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire que forcément, Petit Bambou, comme il a été initié à travers la méditation, va retrouver plus de personnes qui sont déjà habituées à ce contexte de la prise de conscience et donc d'aller un petit peu plus loin. En plus, ça peut être aussi des ados parce que il y a le côté guidé avec les podcasts. Donc les ados adorent les podcasts. Donc c'est pas les mêmes profils. Là, Respirelax, on va retrouver. Il faut savoir que Respirelax est vraiment recommandé par les médecins généralistes. C'est-à-dire que les médecins généralistes reçoivent 2 fois par an un courrier. Et donc les médecins généralistes préconisent Respirelax auprès de leurs patients. Donc ça veut dire que on va s'adresser à d'autres types de personnes. Maintenant, comme je suis intervenu sur les deux et que sur Petit Bambou, vous allez avoir un exercice que l'on n'a pas sur Respirelax, mais là on est en train d'y travailler justement sur la nouvelle version. Je suis en train de travailler sur la nouvelle version. Qui va être les temps de suspension, apnée vive, apnée pleine. C'est la seule différence. Sinon après c'est une question de si on aime bien le visuel d'une fleur qui s'ouvre, qui se referme, ou si on préfère la petite bille qui monte, qui descend. Voilà. D'accord, ok, merci. Alors ensuite, on a Germaine, donc, qui est retraitée, qui a bossé dans une grosse entreprise locale, grosse industrie locale, et qui dit comment aider le personnel qui travaille sur des grandes chaînes alimentaires et ne prennent pas du temps pour respirer. Voilà, elle a elle-même été confrontée à ces difficultés, et notamment le travail en 3x8 ou ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait pouvoir contacter les ressources humaines dans ces entreprises-là et leur expliquer que préserver la santé des personnes qui travaillent dans ces entreprises, c'est un véritable enjeu. Surtout qu'aujourd'hui, et au niveau de la sécurité sociale, on le sait, il y a de plus en plus d'absentéisme. Et donc, ça veut dire des entreprises et des industries qui travaillent au ralenti, parce que les personnes tombent de plus en plus malades et souvent sur des durées de plus en plus longues. C'est-à-dire qu'avant, c'était je suis malade 2 jours, 3 jours, là, les personnes sont absentes pendant 1 mois, 3 mois. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai sujet à creuser par rapport à ça et de voir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place avec les entreprises, avec les industries, avec les responsables des ressources humaines, les directeurs de ressources humaines au sein de ces entreprises et ces industries. Ça, c'est clairement, c'est possible. Ça doit venir d'une volonté, et il y en a pour intervenir quand même dans pas mal d'entreprises aujourd'hui. Il y a une vraie volonté, tout ce que l'on appelle la QVT, qualité de vie au travail ou qualité de vie, conditions de travail, QVCT. Beaucoup de responsables RH ont intégré le fait de pouvoir proposer la respiration consciente pour leurs salariés. Ok, merci. Alors, on a un utilisateur qui ne nous a pas donné son nom et qui nous demande est-ce que la respiration pourrait réduire les acouphènes?
Alors ça, on en a parlé en plus pendant la formation. Il faut savoir que le nerf vague, en fait, va innerver l'ensemble de l'appareil ORL, et notamment en premier, justement, la partie des oreilles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un point d'acupuncture qui se trouve dans l'oreille, et qui est le point du nerf vague, d'ailleurs. Donc ça, c'est très intéressant de voir si on peut... enfin, moi, de ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, c'est que les personnes qui sont venues voir pour des problèmes d'acouphènes étaient également des personnes très stressées. Alors peut-être que la personne peut nous répondre, mais de dire oui, effectivement, c'est mon cas. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une perte de tonicité vagale. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur le nerf vague pour revenir à un équilibre justement de cette tonicité vagale, donc vagale, et que c'est possible en tout cas, parce que moi j'ai eu le cas, j'en ai eu très peu, j'ai eu 3 personnes, mais en tout cas ils m'ont dit que effectivement ça marchait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient moins d'acouphènes. Donc il faut essayer, en tout cas. Ok, super. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour ceux qui en souffrent, parce que... On a Gabi qui nous demande, est-ce qu'on peut avoir une amélioration grâce à la respiration de l'apnée du sommeil? Alors oui, en sachant que il faut prendre ça avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire que apnée du sommeil, c'est comme la schizophrénie, c'est comme la bipolarité, c'est pas un truc, quoi, c'est pas... voilà, c'est plutôt un tiroir dans lequel, quand on va l'ouvrir, il va y avoir plein de choses. Donc c'est-à-dire que déjà, les apnées sont différentes en différents degrés, ils se mesurent justement à travers une polysomnographie, et donc en fonction de si une personne a 8 apnées par heure ou une personne a 70 apnées par heure, c'est pas du tout le même accompagnement, bien entendu. Généralement, les pneumologues vont proposer à partir d'un certain seuil un équipement d'un masque PPC, et donc il va prendre soit le nez et la bouche, soit uniquement le nez, et donc de voir, en fonction de l'équipement préconisé, de voir ce qu'il est possible de faire. Maintenant, le premier élément à régler lorsque l'on fait des apnées hypopnées du sommeil, c'est le surpoids. Maintenant, j'accompagne aussi des personnes qui sont comme ça, et qui ont des apnées du sommeil. Donc ça veut dire que la problématique est autre. Donc vous voyez que l'apnée du sommeil, c'est un grand sujet. Donc c'est difficile de répondre spécifiquement. Voilà. D'accord, merci. On a donc Catherine qui nous fait part d'un petit souci technique, parce qu'a priori, elle a acheté ton livre en e-book. Et apparemment, les QR codes, ça fonctionne pas. Donc, Catherine, si vous pouvez nous laisser votre adresse mail, je pense qu'on trouvera une solution à vous transmettre. Je vais envoyer ça aux éditions Le Duc. Voilà, exactement. Alors, on en a terminé avec les questions en ligne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Apparemment, non. Non ? On a bien fait le tour du sujet ? Est-ce que peut-être, pour clôturer, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui souhaiteraient, au-delà de questions, témoigner peut-être d'une pratique de respiration qui leur fait du bien, ou où la respiration leur a permis de passer un cap sur quelque chose, je ne sais pas. Ouais. Bonjour, je suis professeur de yoga du rire. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de respiration diaphragme. Donc, je pense que quand on rit, on travaille aussi le diaphragme. Tout à fait. Donc, ça facilite cette respiration. Donc, c'est mon témoignage et ça apporte beaucoup de moyens. C'est très très bien. Merci. Alors moi, je vais en profiter juste pour lancer un dernier sujet, parce que j'ai le bonheur d'avoir une de mes élèves qui est là, de l'école de psychosexologie. Il faut savoir que j'ai mené en fait des études pour essayer de comprendre le lien entre la respiration et les problématiques sexuelles. Et donc aujourd'hui, effectivement, je donne des cours à l'école de psychosexologie de Paris, et on se rend compte quand même qu'il est possible, notamment par rapport à des problèmes d'érection chez les hommes, des problèmes de fertilité aussi chez les femmes, de trouver des solutions par la respiration consciente. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Ça donne des nouvelles perspectives de conférence, en tout cas. C'est chouette. Ouais. Ok, super. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je vous remercie en tout cas pour votre attention, c'était très agréable. Et je remercie les personnes à distance aussi, que je ne vois pas, mais... Ouais.
Alors, tout à fait. Comme pour la conférence qu'on a donnée hier, on va pouvoir envoyer un replay de cette conférence. Il y a eu comme beaucoup d'infos. Ouais. Donc, vous recevrez par mail donc, le replay de cette conférence et les personnes qui n'ont pas pu venir ou se connecter, qui sont inscrites, pourront l'avoir également. Donc merci beaucoup Yves Vincent pour cette riche présentation et du coup j'en profite pour vous inviter à nouveau pour le 11 avril pour la Journée mondiale de la respiration. Donc on vous fera passer tout le programme puisqu'on a vos coordonnées et qu'on connaît maintenant tout l'intérêt que vous portez à la respiration. Donc on vous transmet dès ce lundi tout le programme qui est prévu puisqu'il y aura des actions en présentiel sur ce même site à Saint-Louis également donc pour la journée du 11 avril. On va avoir également des groupes de découverte de la marche afghane, qui est une pratique de la marche coordonnée à la respiration, qui, d'après les pratiquants qui s'y sont mis, et propose une pratique, en tout cas de la marche, qui leur permet d'être beaucoup mieux. Et puis en plus, quand on marche et on respire, on ne peut pas faire de commérage. Donc ça, c'est bien aussi. Et on aura également donc 2 intervenants en webconférence, donc là uniquement en ligne, webconférences qui auront lieu le mardi 8 et le jeudi 10 à 18h30. Donc pareil, on vous fera passer les liens. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, c'est que j'ai une visioconférence. Ah, voilà. Le choix d'Internet. Très bien. Donc donc un programme riche encore cette année et on espère vous avoir à nos côtés pour cet événement et puis on vous espère aussi à nos côtés pour toutes les prochaines actions qu'on mènera sur la respiration puisqu'on a vraiment à cœur de compter sur tous ceux pour qui la respiration compte pour la faire connaître au plus grand nombre. Donc merci à tous et bonne soirée. Au revoir.